Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audou, numéro exceptionnel ce mois-ci. Nous célébrons notre 100e épisode. Et oui, Des ondes Vocast revient tous les mois depuis déjà 2018. Nous sommes à notre 8e saison et c'est notre numéro 100. Un numéro exceptionnel, invité exceptionnel. Nous recevons ce mois-ci Guillaume Meurice, l'ex-trublion de France Inter, renvoyé il y a 2 ans, anime depuis une émission hebdomadaire et en public sur Radio Nova, chaque dimanche de 18h à 20h. Elle s'appelle La Dernière et tout comme Nova dans son ensemble, elle cartonne en audience. Elle est même première radio de France sur son créneau. Incroyable pour une radio avec une vingtaine d'émetteurs FM seulement. En ce début d'été, La Dernière fait une tournée dans une dizaine de villes en France. Rémi Bertolon est allé rencontrer Guillaume Meurice sur place dans l'une de ses villes-étapes à Martigues. Au programme, un entretien amical, posé et sans détour. Nous reviendrons sur son départ forcé de France Inter, son arrivée sur Nova, la liberté dont il dispose aujourd'hui sur ce média, mais aussi sur les perspectives de la prochaine campagne présidentielle. Des ondes Vocast, l'actu débat. Mais avant cela, on commence avec le Zoom Actu. Retour sur un mois de juin particulièrement dense pour le secteur radiophonique, marqué par les assises de la radio, les mouvements de grille et plusieurs annonces structurantes pour la rentrée. Les assises de la radio, pour commencer, elles ont confirmé un secteur globalement soudé autour de plusieurs enjeux majeurs. La souveraineté des médias, la place de la radio face aux géants du numérique et les inquiétudes liées aux évolutions réglementaires, notamment sur les aspects concernant les mentions légales à l'antenne. Dans ce contexte, le sénateur Laurent Lafont a présenté sa proposition de loi dédiée à la modernisation de la radio. Déposée le 16 juin 2026 et enregistrée le lendemain, elle vise à adapter le cadre juridique des nouveaux usages de l'audio, à accompagner le développement du DAB+, à simplifier certaines obligations réglementaires et à renforcer la compétitivité du média face aux plateformes numériques. Retour à présent sur les dernières nouvelles de la rentrée radio. Sur France Inter, Maïté Nabir-Rabin est confirmée pour succéder à Nagui sur la tranche de la bande originale. Parmi les profils approchés, Camille Combal et Manu Payette auraient été sollicités par la station, mais les deux auraient décliné pour des raisons d'agenda. Sur Énergie, le nom du futur animateur du Drive, appelé à succéder à Camille Combal, n'est toujours pas arrêté à ce stade. Sur Europe 2, Coé poursuit son aventure à l'antenne, aussi bien le matin qu'en fin de journée sur le Drive. À RTL, le départ de Thomas Soto est désormais acté. La station a finalement choisi une solution interne pour la matinale. La journaliste Céline Landreau, actuellement présentatrice des journaux de la station, elle prendra les commandes de RTL Matin à la rentrée. Sur Europe 1, l'annonce en toute fin de saison de l'arrêt de Culture Média, animé par Thomas Hill, interroge sur l'évolution de la ligne éditoriale de la station. Ce rendez-vous, perçu comme relativement transversal et accueillant des invités de sensibilités variées, constitue un espace identifié dans la grille. De plus, il bénéficiait de l'image de Jean-Pierre Foucault, qui était le remplaçant attitré de Thomas Hill pendant ses vacances. Sa disparition s'inscrit dans une période de recomposition plus large de l'antenne au sein du groupe dirigé par Bolloré et relance les interrogations sur l'identité éditoriale d'Europe 1. Et à présent, un point sur l'actu des fréquences. Après la restitution de sa fréquence DAB+, par Skyrock Classics sur le métropolitain, la nouvelle attribution de ce canal revient à Nostalgie 60-70. Une sorte de retour aux sources sur cette déclinaison de Nostalgie qui avait ce format au début des années 2000. Cette décision suscite pourtant des interrogations chez certains opérateurs indépendants, notamment Mélodie, déjà présente sur plusieurs multiplexes régionaux avec un positionnement similaire. Mais en coulisses, on souligne aussi le peu de candidatures pour cette fréquence nationale, notamment à cause de son coût de diffusion. Selon nos informations, le groupe Espace de Christophe Mahé avait postulé avec plusieurs dossiers, mais les aurait retirés à la dernière minute. Dans ce contexte, les remises en appel des fréquences en FM cette fois de Move dans de très grandes agglomérations partout en France s'annoncent particulièrement disputées. Ces attributions devraient susciter une forte demande avec de nombreuses candidatures attendues pour des fréquences FM encore très stratégiques aux yeux des opérateurs dans un paysage où la bande FM conserve une importance majeure malgré la montée en puissance du DAB+ et du numérique. Quant à elle, la fréquence nationale de Move en DAB+, devrait revenir à Mon Petit France Inter. Dans la suite de l'actu, à présent, un petit tour des nominations.
on a noté l'arrivée de Thierry Steiner à la direction d'antenne de RCF Notre-Dame, au sein de la structure dirigée par Emmanuel Rials. Figure du paysage radiophonique, Thierry Steiner dispose d'une longue carrière aussi bien en radio nationale qu'en régionale. Il prend la responsabilité éditoriale de l'antenne dans un contexte de consolidation du réseau RCF Notre-Dame. Enfin, Roch-Olivier Mestre, ancien président de l'ARCOM, prend la présidence du FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Il arrive avec une solide expérience du secteur audiovisuel et une connaissance fine de la régulation, ainsi qu'une attente particulière portée aux radios associatives, un maillon essentiel du paysage radiophonique français, alors que le FSER chaque année est mis à mal dans le cadre du vote du budget. Et c'est la fin de ce Zoom Actu. Tout de suite, direction Martigues. Des ondes vocastes, l'invité. Pour notre 100e épisode, invité exceptionnel, Guillaume Meurice, le chroniqueur humoriste évincé de France Inter qui a rebondi sur Nova et qui a fait exploser les audiences de la station. Salut Olivier, salut tout le monde. Oui, le 100e épisode, on est très contents. Guillaume Meurice, un choix évident, Rémi ? Bah oui Olivier, parce que ce qui nous passionne, c'est l'actualité radio, son évolution, les nouvelles façons de faire et tout ce qui sera le média de demain. C'est ça l'ADN des ondes vocastes et du coup, au fil de nos discussions, le nom de Guillaume Meurice s'est imposé assez naturellement. Quand on regarde l'histoire de la radio, on pense par exemple à l'arrivée d'Arthur sur Fun Radio dans les années 90. Alors avec une proposition totalement nouvelle, il va faire exploser les audiences. Alors bien sûr, les contextes sont différents, mais il y a quelque chose de cet ordre-là autour de Guillaume Meurice. Une émission qui cartonne, un podcast très suivi, une station qui bénéficie clairement de cette dynamique. Alors au départ, je sais pas si tu t'en souviens, Olivier, on voulait faire venir une grande personnalité de la radio, quelqu'un qui a marqué l'histoire du média, mais finalement, on s'est dit qu'il faudrait rester au plus proche de notre ADN. On se doutait qu'il avait des choses intéressantes à raconter. Un parcours dans le service public à France Inter, un vrai travail d'artisan de la radio, mais aussi d'humoriste. C'était l'invité idéal pour ce 100e épisode. Est-ce que ça a été compliqué de l'avoir, Rémi ? Ouais, pour être honnête, c'était pas facile du tout. Habituellement, des ondes vocastes est bien identifiées dans le milieu de la radio, donc on arrive assez facilement à contacter les invités qu'on souhaite recevoir. Certains veulent pas communiquer, on respecte. Mais pour Nova, c'était un peu différent parce que la station, elle a explosé d'un coup, beaucoup de sollicitations. Donc là, il a fallu être patient. Et du coup, on a profité d'une tournée qui était organisée avec l'émission de Guillaume, la dernière, qui a sillonné la France en fait pour clôturer la saison. Ils étaient annoncés à Martigues dans les Bouches-du-Rhône et j'en ai profité étant à proximité. D'ailleurs, je voulais remercier au passage le service communication de la ville de Martigues, il y a les équipes culturelles et de l'office de tourisme qui était super sympa, accueil très chaleureux. Donc vous allez l'entendre, Guillaume Meurice, il évoque l'esprit d'équipe qui règne dans son émission. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti en arrivant sur place dans l'un des salons de l'hôtel Ibis de Martigues. Il m'a présenté toute l'équipe. Personne n'était ni mis en avant, ni mis de côté. C'était vraiment très sympa. Et puis, lui qui prône la liberté d'expression, je peux vous dire que j'ai bénéficié d'une totale liberté pour cet échange. Avant de retrouver cette interview exclusive, si vous n'aviez pas écouté Guillaume Meurice sur Nova, c'est ça. Frédéric Becbédé, l'influenceur sucre glace, qui a osé prendre courageusement la parole et croyez pas que ça a été facile pour lui. Il a été obligé de faire le service après-vente sur RMC. Vous savez, j'ai commis un manifeste dans le Figaro Magazine ce week-end, intitulé Vive les hommes. Depuis, je reçois des emojis de caca. Bravo les femmes. Bravo les femmes. Moi, je reçois des menaces de viol, des emojis de caca. Sérieusement ? Mais oui, c'est pas toi, Juliette. Mais je me demande si t'es pas un peu la chef de la bande, quand même, quelque part. Il en chie, Fredo, c'est le cas de le dire. Pourtant, il est en mission. C'est compliqué aujourd'hui de simplement dire je suis fier d'être un homme et qu'est-ce que... Et surtout, c'est une mission impossible. J'ai lu dans le Figaro ce que vous écrivez. En gros, vous dites oui, les hommes, on est parfois des connards, mais vive les hommes. Bah bien sûr. Parce que nous, on reconnaît. Hein, on viole, on tue, on pille, on massacre en groupe, on fait la guerre, d'accord. Mais sans toutes ces guerres, il n'y aurait pas eu la grande vadrouille. Hein. Alors, installez-vous confortablement. Nous entrons dans ce salon cosy pour une conversation entre Guillaume Meurice et Rémi Bertolon pour Des ondes vocastes. Et n'hésitez pas à réagir sur notre 100e épisode, à commenter un peu partout, les réseaux, par email ou par message privé. Et là, ça marche. Guillaume avec nous. À nous deux.
J'ai l'impression que tu aimes bien la technique. En tout cas, petit zoom, tu m'as dit, effectivement, se poser sur la table pour enregistrer cet échange. Bah, disons, j'ai l'habitude, ouais. Et puis j'ai l'habitude, au début, je faisais quelques petites boulettes. Par exemple, j'oubliais d'enregistrer. Après, j'étais obligé d'aller voir les gens pour leur dire, est-ce que vous pouvez redire exactement ce que vous m'avez dit? Et c'était gênant. Donc maintenant, je fais gaffe à ce que ça enregistre, même quand c'est moi qui suis interviewé. Oui, parce que tu fais surtout tu faisais des micro-trottoirs et t'en fais toujours. Et effectivement, pour retrouver le côté spontané, suivant où t'es et suivant la personne. Ben oui, c'est compliqué de revenir. Ça m'est arrivé une fois, mais je sais pas si vous vous souvenez, Frigide Barjot, c'était une des meneuses de la Manif pour tous. Et elle avait fait une chanson dans sa jeunesse qui s'appelait Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec 3 ça ne rentre pas. Et, et j'avais été la voir quand elle organisait les manifs pour tous avec tous les cathos tradis là. Et je lui avais dit, ah, c'est vous qui avez chanté ça. Et elle m'avait chanté la chanson. Et quand je regarde mon enregistreur, putain, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Et là, elle a pas voulu me la rechanter, évidemment. Donc, voilà. Tu as fait une petite imitation pour que ça passe. Non, même pas. Non, j'ai ravalé mon seum et je me suis dit, ça va me servir de leçon, j'oublierai plus jamais. On est dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que tu as fait ton micro-trottoir? Est-ce que les gens sont bavards? Parce que c'est pas facile, les micro-trottoirs, quand les gens ils veulent pas parler. Oui, les gens sont bavards. Les gens sont bavards en règle générale. Il faut savoir trouver les bonnes personnes et savoir amener la chose, quoi. Pas être trop forceur, voilà. Aimer écouter plutôt que parler. Moi, j'aime bien ça. Ouais. C'est vrai que ça m'amuse beaucoup. Donc, ouais, j'ai trouvé. Ouais. Donc il faut sélectionner un petit peu le profil des gens qui sont un peu ouverts. Comment tu fais? Non, faut faire au pif. Et dès que tu vois qu'il y a quelqu'un qui est un peu la tchatche ou il y a pas mal de gens qui ont envie de parler et qui voient un micro et qui se disent oh là là, moi j'ai des choses à dire. Voilà un média, j'ai des choses à dire. Puis maintenant, ça s'est quand même pas mal démocratisé. Bon, il y a des podcasts comme le tien qui est super. Et j'ai l'impression que les gens ont un peu plus l'habitude d'être sollicités dans la rue ou dans leur vie quotidienne. Mais c'est peut-être une impression. Est-ce que tu as toujours une idée précise un peu des questions que tu vas poser justement pour le ressort un peu mécanique de la chose, ou c'est sans filet en impro? Non, j'ai toujours un thème et puis j'ai toujours un axe. Et après, je me laisse porter par les réponses. Par exemple, mon thème à Martigues, c'était le communisme, parce que le maire est communiste. Donc, je voulais voir ce qui restait de communiste chez les habitants de Martigues. Et ça m'a amené à parler d'immigration et de remigration et de grands remplacements, etc., etc. Mais j'avais pas prévu de faire un thème là-dessus. Bah après, faut laisser filer la discussion et voir là ça nous amène. C'est ça qui est rigolo. Alors justement, je voulais parler de Martigues, puisque nous sommes à Martigues. Tu as lancé ta tournée le 16 juin en Bretagne, tu vas finir dans l'Est. Et donc là, on est à Martigues. Alors, je voulais savoir comment ont été sélectionnées les villes-étapes ou les villages-étapes, ça dépend. Parce que Martigues, justement, marqué très à gauche, est-ce que c'est un hasard ou pas? Et on a fait un appel à la candidature, donc il y a quelques mois là maintenant, dans l'émission, quoi, sur l'antenne de Radio Nova. On a dit on voudrait faire une tournée. Les critères, c'est ville de moins de 50 000 habitants. En plein air et gratos pour les gens. Donc c'était nos 3 critères. Émeric a rajouté une tireuse à bière. Pierre-Emmanuel invente réglisse. Et Juliette a dit fermez-la. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. On a lancé ça. Et puis après, il y a Théo et Loris qui sont nos 2 chargés de com de Choc qui ont récupéré les candidatures, voir ce qui était faisable ou pas, parce que tu avais des candidatures un peu farfelues dans des lieux où il n'y avait pas l'électricité. Par exemple, il nous faut un minimum de technique, donc il nous faut l'électricité, du Wi-Fi. Après, voilà, on est un peu mobile, on peut s'adapter, mais il faut quand même un minimum aussi un peu de sécurité. Parce que là, on fait des dates. Par exemple, on a fait émission, à Mazères-sur-Salatte. C'est dans la Haute-Garonne. C'est un village de 600 habitants. Il y avait 2000 personnes. Donc, ils n'ont pas forcément l'habitude d'accueillir autant de gens d'un coup. Donc voilà, il y avait quelques petits critères à respecter du côté des villes. Et puis après, il fallait aussi que ça s'enchaîne pour pas qu'on fasse une date à côté de Lille et puis le lendemain être à Biarritz, quoi. Donc il y avait quand même beaucoup de taf et Théo et Loris, ils ont géré ça magistralement. Donc là, on a juste à se laisser porter. On est vraiment des assistés, quoi. On pensait à la limite que c'était l'inverse, que Nova venait voir l'équipe, disait bon, on va faire une OP antenne, ça va être sympa, alors que c'est parti de l'équipe. C'est parti de Juliette Arnaud qui a eu l'idée de faire cette tournée. Ce qui nous a étonné, parce que Juliette, elle est plutôt solitaire, on l'imagine moins en vie, en collectivité. Et en fait, elle nous a chauffé, quoi. Elle nous a dit, allez, vous voulez pas qu'on parte un mois comme ça avec des bus, on va de ville en ville et on fait l'émission. Et moi, j'ai dit oui tout de suite. Et après, Émeric et Pierre ont suivi. Et voilà comment on s'est retrouvés là. Mais non, ça vient pas de Nova, ça vient de Juliette.
Alors c'est un succès parce qu'il y a du monde, tu viens de le dire, effectivement. C'est le bouche à oreille, c'est la puissance aussi de Nova qui est de plus en plus écoutée depuis que tu es présent. Est-ce que c'est le même public qui vient te voir assister à l'émission à Paris ou tu sens une différence? Aucune idée. Je sais pas, je saurais pas te dire. J'imagine qu'à Paris, il y a plus de Parisiens. Encore que, il y a quand même des gens qui viennent un peu de partout. En fait, on dit qu'à Paris, le public qui vient est très jeune, ce qui est bien pour le média radio qui est en perte de vitesse. Et je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Non, je saurais pas te dire. J'ai pas fait la sociologie de notre public. Non, vraiment. Hein. Mais oui, il y a pas mal de jeunes. Mais non, il y a un peu de tout, j'ai l'impression. Alors, on vient de le dire, c'est vrai que le fait que les gens viennent voir l'équipe, l'émission, assister au programme, ça veut dire que ça plaît et que c'est pas une bulle, puisque certains professionnels disaient tiens, les audiences sont cartonnées d'un coup, est-ce que ça va se tasser? Ouais. Et non, ça se tasse pas, les gens se déplacent. Donc, comment t'expliques ce phénomène dans un média radio qui pleure, quoi. Enfin, les gens sont, les directeurs d'antenne, tout ça, sont pas contents, quoi. Je sais pas, le média, comme dirait Mbappé, le football, il a changé, le média radio, il a changé. Maintenant, les gens, ils écoutent beaucoup en podcast. Nous, on est beaucoup écoutés en podcast. Donc, ça veut plus tellement rien dire, les audiences linéaires, comme on appelle ça. C'est-à-dire les gens qui écoutent à 18h le dimanche, qui se branchent sur Radio Nova. Voilà, donc c'est de nouvelles manières de consommer, même si j'aime pas le mot, c'est comme ça qu'on dit, ce média-là. Donc j'imagine que nous on a suivi cette évolution aussi, et en plus Nova, il y a pas beaucoup d'émetteurs à travers la France. Il y a une trentaine d'émetteurs. Pour faire le comparatif avec France Inter on a plus de 600. Donc oui, forcément les gens ils nous écoutent plus, soit via internet, soit via les podcasts. Après, comment expliquer le succès? Je sais pas, je pense qu'il y a un espace de liberté qui existait plus, qu'on a recréé. Voilà, c'était l'espace de liberté qu'on avait sur France Inter, qu'on a recréé ailleurs parce qu'on nous a virés tout simplement. Et est-ce qu'il y a des gens qui nous ont suivis? Sans doute. Est-ce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés? Sans doute aussi. Et puis voilà, quoi. Mais ça reste, moi, ça m'a surpris au départ, mais après, ça reste, faut pas non plus s'enflammer. C'est pas non plus, on n'a pas 40 millions d'auditeurs et d'auditrices. Ça, tu parlais de bulles, ça reste quand même une bulle. Ça reste quand même des gens qui sont assez fidèles, qui nous suivent d'épisode en épisode, d'émission en émission. Oui, mais ça ruisselle aussi sur toute la grille, quoi, parce que les gens restent sur Nova. Ils pourraient venir consommer ou écouter ta radio. C'est vrai que nous aussi, on aime bien dire écouter. Ils viennent écouter soit ton podcast, soit ton émission. Et puis voilà, quoi. Mais sauf que là, ça bénéficie à toute la grille. Oui, parce que je crois que c'est l'esprit de Nova qui a changé. Moi je dis toujours, c'était l'esprit Canal avant. Moi, quand j'étais gamin, c'était l'esprit Canal. Il y avait les Guignols de l'info, Groland, tout ça. Nulle part ailleurs. Et puis après, ça s'est perdu. Bolloré est arrivé. Voilà, on connaît l'histoire. Ça s'est déplacé sur France Inter. On a pu un peu l'incarner, nous, avec l'émission de Charline Vanhoenacker. Et puis, quand on s'est fait lourder, voilà, c'est des espaces qui se déplacent. Là, on a trouvé cet esprit-là, a trouvé refuge chez Radio Nova. On sait pas si ça va durer. On espère que oui, mais on verra bien. Puis après, ça sera ailleurs, sans doute, peut-être sur Internet, je sais pas. Mais je pense que c'est plus ça que les gens ils viennent chercher. Mais moi, je dis les gens parce que c'est moi, en tant qu'auditeur, c'est ça que j'irai chercher. C'est vrai, cette légende, tu te fais sortir de France Inter et c'est Mathieu Pigas qui t'envoie un SMS pour dire viens chez nous. Exactement. Ouais, le jour où j'ai annoncé que je me suis fait virer, j'ai reçu un message dans la journée ou 2 jours après, dans la foulée. Ah non, t'inquiète. Ah oui, alors là, déconne. Je vais pas mourir, c'est bon. Une mort en direct. Petite dédicace aux diabétiques. Donc effectivement, il t'a contacté tout de suite. Tu t'es dit c'est intéressant, on va creuser. Ouais, je me suis dit pourquoi pas. C'était une option que j'avais envisagée quand même parce que j'ai eu le temps de me préparer à mon licenciement parce que j'ai d'abord été mis à pied pendant plus d'1 mois. Donc je me suis dit tiens, qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que je me prends une année sabbatique? Ça faisait aussi partie des alternatives. Puis je me suis dit tiens, Nova c'est pas mal, ou alors monter un truc en indé sur YouTube. Donc voilà, j'avais quelques options. Et puis quand Pigas m'a contacté, je dis ouais, je l'ai rencontré, on s'est bien entendu. Puis j'ai appelé les copains et copines et puis c'est parti quoi. T'as eu d'autres propositions, d'autres radios, d'autres médias? Non, il y a YouTube qui m'avait proposé, qui m'avait dit si t'as besoin, on peut t'aider à monter ton truc sur YouTube. Parce que c'est vrai que moi j'y connais pas grand chose, c'est pas trop ma génération, j'ai 45 ans. Mais sinon non, d'autres médias tradis, non, rien du tout. Non.
À France Inter, tu étais chroniqueur, tu as eu une période où tu as géré une émission un été, je crois, mais tu n'avais pas cette carte de leader, en tout cas d'avoir ton émission, d'animer. Est-ce que c'est ce que tu souhaitais? Tu aurais aimé qu'on te le propose à l'époque à France Inter ou tu n'y avais pas pensé? Non, j'y ai pas pensé. Je me sens pas du tout leader. Vraiment pas du tout. Je considère pas que c'est mon émission non plus. C'est notre émission. On est 4 à gérer ça, puis 5 avec le rédacteur en chef Ramzi Assadi qui a un rôle hyper important dans l'équipe. Et voilà, on prend toutes les décisions en collectif, y compris les invités, le fait de faire cette tournée, les choix éditoriaux, tout ça, on prend toutes les décisions en groupe. Donc non, on a l'impression que je suis leader parce que c'est moi qui présente en gros et qui pose les questions, mais c'est un rôle parmi d'autres dans l'émission. On n'a pas parlé de l'année prochaine, j'imagine que c'est renouvelé. On parle un peu mercato, tu sais. C'est renouvelé, comment ça marche? On n'a pas signé encore matériellement le contrat. C'est bien parti, on va dire. On va dire c'est bien parti. Il n'y a pas un immense suspense, non? Il y a toujours de suspense dans les médias. On peut pas savoir. Ça va dépendre aussi peut-être un peu de ce que fait notre actionnaire, le propriétaire de la chaîne. Il a quelques petites velléités politiques. On va suivre ça de près. D'accord, c'est-à-dire en fait? Il est question qu'il se présente à la présidentielle. Il y a quelques rumeurs qui traînent, donc on attend de voir si ça se concrétise ou pas. D'accord, donc c'est une décision importante qui ferait pencher si c'est renouvelé ou pas, quoi. Sans doute, il y aurait des discussions dans l'équipe, on verra bien. Je te fais un peu de langue de bois. Mais non, mais c'est la vérité, là, je te dis vraiment la vérité. Et si tu repars sur Nova pour la rentrée, t'aurais envie de faire d'autres choses ou tu restes sur cet hebdo? Est-ce que vous avez des idées dans l'équipe? Non, on resterait sur le même format, le dimanche soir, qui marche bien. Si on va changer de lieu, si on reprend l'année prochaine, donc la saison prochaine, on sera dans un nouveau lieu parce on était un peu à l'étroit à l'Européen, qui est une super salle à Paris, hein. Mais là, on ira à l'Alhambra, qui est place de la République, et qui a un lieu un peu plus grand, qui peut accueillir plus de 500 personnes. Avec un plateau aussi un peu plus grand, on sera un peu plus à l'aise, quoi. Petite précision pour ceux qui ne sont pas allés voir un petit peu comment ça se passe pour assister à ton émission. Déjà, les places, il faut se battre pour avoir des places pour assister à l'émission en direct. Et on paye son billet aussi. Ce qui est aussi assez rare dans le milieu de la radio, parce que souvent on fait des showcases gratuits, tout ça, etc. Donc les gens sont très motivés, ils sentent quelque chose de différent de vous voir sur scène, plutôt que simplement l'écouter en direct à la radio ou en podcast. C'est vrai que ça doit être sympa d'être sur place, c'est pas la même énergie, ouais. Puis il y a pas mal de coupures pub malheureusement et de disques, donc on raconte des conneries pendant ce temps-là. Enfin, c'est assez bon enfant, quoi. Ouais. Et ouais, on fait payer la place parce que ça nous sert à rembourser la salle et à payer les gens, la technique, les régisseurs de plateau, etc. Et c'est rigolo, c'est un truc on nous a pas mal parlé quand on a commencé à faire l'émission sur Nova. On nous a pas mal parlé de ça. Mais c'est oublié qu'à France Inter, ils payaient aussi les gens, sauf que c'était l'argent public. Donc oui, c'était gratuit, mais c'est jamais gratuit. Donc oui, il y avait toujours un coût, il y avait des gens à payer, des salariés, des gens qui s'occupaient d'accueillir le public. Donc ouais, rien n'est jamais gratuit dans ce bas monde. Puisque tu parles de France Inter, on va pas revenir sur le dossier Prud'homme qui traîne un peu. Qu'est-ce qui reste de cette tempête médiatique? Est-ce que voilà, tu t'es passé à autre chose? Est-ce que même dans ta famille proche, ça vous a impacté? Quel recul tu as? Qu'est-ce qui reste? Cette émission-là aujourd'hui, qui est quand même qui est née de ça, quoi. Si j'avais pas été viré, je sais pas où on serait aujourd'hui. Probablement, on ne serait pas resté parce que de toute façon, la tendance était vraiment pas bonne. Ils avaient parlé de nous supprimer un tiers du budget, je crois. Enfin bon, il y avait on savait qu'on n'était plus trop les bienvenus à France Inter. Et après, est-ce que ça m'a impacté? Oui, mais pas tellement négativement. Ça m'a plutôt intéressé comme période. Ça permet de voir qui se positionne, comment, quel choix chacun fait. Donc non, c'est plutôt des périodes. Moi, j'aime bien les périodes de tension parce que justement, ça révèle pas mal les gens. Quand tout va bien, tout le monde est content, tout le monde te fait des sourires. Mais quand il y a vraiment un enjeu, là, tu commences à voir les vraies personnalités, ce qui se cache derrière. Et ça m'intéresse beaucoup. Ouais. On sentait que tu prenais, même en plein cœur de l'événement, tu prenais quand même un petit peu de recul par rapport à tout ça. C'est un masque ou c'est ta personnalité qui est comme ça? Non, c'est ma personnalité. Mais c'est parce que c'est pas que je prenais du recul, c'est que du recul, il y en a. Enfin, c'est vraiment juste des médias. Attention, il y a Juliette Arnaud qui passe derrière nous. Juliette. Tu vas là-bas? À ton avis. Je sais pas, j'ai pas la pression. Pourquoi il est horrible ce maillot? Pourquoi tu mets ce maillot affreux? Pour faire plaisir aux gens.
C'est le maillot de Martigues, je précise. Non mais c'est vrai qu'il a un peu les couleurs un peu criardes. Hein. C'est les couleurs de. Non, non, vas-y. En plus, il faut que je passe à la librairie et tout. Donc. À toutes. Au revoir. Les couleurs de la Provence, ça, non, de toute façon. Oui. Rouge et jaune. Et oui, il y a du sponsor. Ah, mais on me l'a offert hier. J'ai dit, je vais le mettre. Ça fait partie de l'accueil. Ouais, c'est ça. Et je sais plus quelle était ta question. Oui, tu disais que tu prenais du recul par rapport. Ah oui, c'est des tempêtes médiatiques, donc en fait c'est pas très important. C'est vraiment du bruit quoi. Donc ça m'a amusé plutôt qu'autre chose. Et surtout plus les gens prenaient ça, genre les gens dits importants ou les décideurs, les patrons de ça, plus ils prenaient ça sérieusement, plus ça me faisait rigoler quoi. T'es toujours en contact avec l'ancienne équipe de France Inter, enfin ceux qui étaient avec toi? Ça dépend qui. Alex, oui. Charline, non. Et puis on a un peu perdu en route. Il y en a pas mal qui travaillent avec nous aujourd'hui. Donc ça dépend. Non, comme je te dis, ça fait du tri un peu ce genre d'épisode dans la vie. Ouais. Charline, t'avais soutenu quand même pendant cette période? Ouais. Mais pas de nouvelles depuis qu'on a commencé l'émission sur Nova. Elle répond plus à nos messages. Donc bon, écoute, on verra par la suite. Moi, je suis pas dans là-dedans quoi. Je suis pas dans la revanche ou la rancune quoi. J'en sais rien. Je sais pas ce qui l'habite, quels sont ses sentiments vis-à-vis de ça, j'en sais rien, puisqu'elle ne parle plus, donc je sais pas. Ton émission, est-ce que tu pourrais la faire sur France Inter? Oui. Moi, je pense que c'est une émission de service public, ce qu'on fait. On invite des gens qui parlent de leur sujet d'expertise, on fait des blagues. Ouais, je considère vraiment que c'est une émission qui aurait sa place sur France Inter. Mais avec la même liberté? Il faudrait que France Inter redevienne ce qu'elle a été, mais bon, c'est toujours pareil, dans un média, t'as des phases comme ça. T'as des coups de pression politique, t'as des gens qui se positionnent. Tout est très vertical en France, donc c'est directement le président de la République, ministère de la Culture et puis radio publique ou en tout cas audiovisuel public. Tout ça, c'est des postes qui sont soumis à beaucoup de pression. Moi, c'est pas les miens de postes, donc chacun se démerde. Mais pour l'instant, on est bien où on est. En fin de saison de quotidien, Yann Barthès qui compare Nova, vos émissions, aux CNews d'extrême gauche. Toi, ça te fait marrer parce que tu prends justement ce recul-là ou ça t'énerve un peu? Non, je m'en fous complètement. Non, je trouve ça un peu absurde parce que je sais pas, il a comparé Nova en général ou notre émission? J'ai pas suivi. CNews, c'est une chaîne qui se veut comme une chaîne d'information. Je crois pas du tout que ce soit le cas de Nova. Donc c'est quand même plus dangereux une chaîne qui te dit je vais vous dire la vérité et voilà la réalité du terrain et qui raconte de la merde H24 plutôt qu'une chaîne musicale humoristique un peu maintenant mais surtout un terrain de liberté et de culture. Enfin je veux dire c'est vraiment pas du tout la même DA comme disent les jeunes. Alors en plus on s'approche d'une période où on va parler énormément de politique avec les présidentielles. Toi tu vas bosser comment par rapport à ça? Est-ce que je sais pas moi tu vas renforcer tes équipes, essayer d'avoir des chroniqueurs différents? Non, on continue. Non, bon, les équipes sont déjà fortes, il n'y a pas besoin de les renforcer. Non, l'équipe, elle est super. Donc, non, de temps en temps, on tombe sur un humoriste ou une humoriste qu'on aime bien et à qui on propose soit une carte blanche, soit de nous rejoindre. Là, c'est ce qu'on fait pendant la tournée. On prend des humoristes de la région à chaque fois. Du coup, on fait des super rencontres, des belles découvertes. Donc, ça peut arriver aussi. Il y a aucune porte qui est fermée, mais je veux dire, on va pas tout changer parce que c'est les présidentielles. Ça aussi, il y a un peu la mythologie républicaine qui est que tous les 5 ans, il faut se réunir, le peuple se réunit pour élire le grand chef. Ça a tendance un peu à nous gonfler, donc on va pas trop participer à ça. Donc tu vas pas dire pour qui tu vas voter, ce genre de choses? Pour l'instant, je sais même pas. Pour l'instant, il y a 250 candidats. Donc même si je savais, je suis pas sûr que la personne que j'ai choisie elle continue la campagne. Donc non, on verra bien. En tant qu'humoriste, c'est une période intéressante avec toutes ces personnalités justement qui émergent ou pas d'ailleurs? Si, ouais, c'est assez intéressant parce que il y a de l'actualité et puis nous on fait du commentaire d'actualité. Pardon. Donc oui, c'est plus facile ce genre de période pour nous parce qu'en plus ils vont tous faire la course des petits chevaux là. Donc ils vont tous sortir des dingueries. Donc pour rebondir, il va y avoir plus de matière. Oui, c'est sûr. En tant que citoyen, c'est toujours un peu désastreux, mais en tant qu'humoriste, oui, c'est chouette. J'ai remarqué que toutes tes émissions étaient en direct. C'est un choix personnel? Ouais, c'est un choix pas personnel, c'est un choix collectif. Oui, encore pas. Est-ce que c'est un choix collectif de l'équipe? Ouais, c'est un choix de l'équipe parce que c'est pas la même chose le direct que le fait que tu puisses couper ou retoucher des choses après. Le direct, c'est sans filet et c'est ça qui est rigolo.
C'est comme si tu allais voir un numéro de trapéziste et que tu le voyais en différé sur ta télé. Non, là, tu as envie d'avoir le petit frisson de il peut se passer n'importe quoi et il faudra faire avec. Moi, j'aime bien ça, ouais. Et c'est la garantie aussi de pas avoir de censure. C'est la garantie de la liberté aussi. Tu as aussi des invités, en plus des différentes chroniques, des improvisations. Comment tu gères ça, notamment quand c'est des politiques? Il n'y en a jamais. Donc, c'est notre règle. On n'invite pas les politiques. Là, elle est directrice générale d'Oxfam, ouais, elle est plus politique. Et non, on n'invite pas les politiques. Donc voilà, c'est réglé. Fin de la question. On a des universitaires, des scientifiques, des ONG, des gens en lutte, des syndicalistes, et on les interroge sur leur domaine de compétences. Encore une fois, ça paraît révolutionnaire dans les médias, mais c'est ce qu'on fait, ouais. Première chronique 2012, France Inter. Est-ce que tu as un petit air petit garçon sympa? Je voulais savoir si la radio c'est de la passion ou si en tant qu'humoriste, voilà, c'est un moyen de s'exprimer. Ouais, non, c'est pas une passion, mais pourtant j'avais pas la télé quand j'étais gosse, donc ça écoutait beaucoup la radio chez moi. Donc j'ai baigné là-dedans, mais j'ai jamais été vraiment passionné. Ça a jamais été un objectif de faire de la radio, mais c'est un super outil, ouais. C'est quand même un très bon outil. Plus facile à manier que la télévision, où faut être maquillé, arriver avant, faire des répétitions, rester bien dans le cadre. Là, moi, ça m'aurait gonflé. Là, moi, j'ai ce besoin de pouvoir arriver justement, là, on me voit pas, mais avec un t-shirt du FC Martigues et de prendre un micro et voilà, et de passer 2 heures avec les gens. C'est quand même plus confortable, je trouve. Donc, ouais, vive la radio. Et toi, est-ce que tu avais des humoristes que tu aimais particulièrement quand tu étais jeune ou est-ce que tu avais des émissions que tu aimais quand tu étais ado? Ouais, ben j'écoutais pas mal. C'était le Ruquier à l'époque sur France Inter. Ça devait être Rien à cirer. Je me demande s'il a pas eu une émission un dimanche matin. J'ai des souvenirs comme ça de moi qui écoute les émissions de Ruquier, notamment Jean-Jacques Vanier, qui est un mec qui a fait des spectacles après, qui me faisait pisser de rire, quoi. Un humour très très absurde, un peu à la Chris Esquire, un peu à la Pierre-Emmanuel quand il fait Saint-Roustan aussi, quand il imagine des choses et qui fait pas juste du commentaire d'actu comme on disait. Et ouais, ça c'est vrai. J'ai des bons souvenirs de ça, ouais, de pleurer de rire. Alors pour le coup derrière le poste, c'est un petit poste de radio, quoi. Est-ce que en parallèle à ton émission, de temps en temps, tu écoutes ce que font les autres en termes d'humour, même à l'opposé de ce que tu peux faire, des imitateurs sur RTL ou RMC? Ah, ça m'arrive, ouais. Je vais pas forcément chercher, mais maintenant avec les algorithmes, ça arrive tout seul. Donc sur Instagram, je tombe sur des chroniques de copains. Ouais, ça m'arrive d'écouter. Je suis pas un énorme geek de ça, donc je vais pas écouter tout ce qui se fait pour essayer de comparer tout ça. Ça m'intéresse pas beaucoup, mais j'écoute avec plaisir, mais comme un auditeur lambda, hein. Moi, je suis un auditeur lambda, en fait. Et enfin, pour terminer, est-ce qu'il y a une passerelle naturelle du coup qui se fait avec tes spectacles? Est-ce qu'il y a plus de monde avec le succès Nova? Ah non, le monde, il est venu avec la quotidienne de France Inter, hein, c'est de 2014. Il y avait vraiment une différence, quoi. Quand t'es à la radio tous les jours à la même heure et que t'es vraiment très identifié, ouais, ça change la donne, oui, au niveau des salles de spectacle et du remplissage surtout. Ouais, ça c'est sûr et certain. Et avec Nova, ça continue. Après, moi, j'aime pas jouer dans les trop grandes salles, donc je préfère jouer 4 fois dans une salle de 1000 que dans un Zénith. Donc ça change pas tellement. Je joue plus de fois dans des salles de 1000, quoi. Voilà, par exemple. Mais je fais pas des Zéniths et j'ai pas de rêve de Bercy ou ce genre de choses. Je trouve ça un peu bizarre d'ailleurs de faire des spectacles d'humour dans les grandes salles comme ça. Parce que l'humour, t'as quand même besoin de la proximité, je trouve. Ah, c'est mon avis personnel. En tout cas, Guillaume, on était content de te recevoir pour ce 100e épisode. Beaucoup d'émotions, j'imagine. Bah, beaucoup d'émotions pour toi, Oui, exactement. J'en profite pour saluer Anthony, Julien et Olivier, justement, qui sont dans ce projet-là. Trop bien. Bah, bravo les gars. Non, mais c'est chouette. Et bah, comme on le disait tout à l'heure, voilà, vive le podcast aussi. Merci Guillaume. Ciao. Merci beaucoup. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Et c'est la fin de cet épisode exceptionnel, notre 100e épisode depuis la création des ondes Vocast en 2018. Un immense merci à Guillaume Meurice pour sa disponibilité, sa sympathie et sa franchise. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Merci notamment à Anthony Gouraud, le créateur de ce podcast, qui en a assuré les 3 premières saisons et qui reste encore aujourd'hui aux commandes de la plateforme technique du podcast. Merci également à mes 2 acolytes, Rémi Bertolon pour sa persévérance et son engagement à mes côtés sur ce podcast, et Julien Vigier, un peu moins présent cette saison à cause de son agenda,
mais toujours dans l'aventure, pour lui aussi avoir contribué à mener ce projet jusqu'ici. À partir de la rentrée prochaine, Des Ondes Vocast reviendra pour une 9e saison, et nous sommes d'ailleurs à la recherche de nouvelles personnes pour rejoindre l'équipe de manière bénévole, tout comme nous. Si vous êtes journaliste, passionné de radio et que vous avez envie sur votre temps libre de conduire des interviews pour Des Ondes Vocast, vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@vocast.fr. Nous recherchons également des personnes pour animer nos réseaux sociaux. Mais la saison n'est pas tout à fait terminée. On se retrouve fin juillet, début août pour notre tant attendu numéro spécial annuel consacré à IR Local, tout sur les audiences de la radio en région, une fois par an. Un numéro fort attendu, notamment des radios de catégorie B, mais pas que. D'ici là, passez un très bon début d'été. C'était Olivier Audou au micro. Salut! Des Ondes Vocast.